C'est bon? Et bah bonjour à tous. Je vais vous présenter un petit talk sur Deno. Deno pour Node à l'envers. Un nouveau runtime qu'il est bien pour dev avec. Donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle François. Je me nomme en général comme humble développeur, mais plutôt back, parce que je suis pas très bon en front, comme certains détails de ma presse pour le montrer, parce que c'est un truc, ça tourne dans le navigateur. Je suis chez Max depuis 5 ans. Je partage le rôle de directeur technique avec deux autres personnes depuis 1 an et demi. Et donc ça veut dire que je bosse aussi sur la partie animation technique de l'agence et suivi technique des collabs. Et je suis en mission en prestat chez HelloWork, donc ils bossent dans l'emploi à Rennes. Et j'avais un profil très fortement Java, en fait que Java. Et dernièrement, chez HelloWork, je fais du C Sharp, du Node et du Python. Et quand j'ai besoin d'automatiser des trucs ou j'ai envie d'aller vite, de poker ou de choisir ma stack, j'aime bien utiliser Node. Et quand j'ai vu des nodes, j'ai dit, tiens, ça pourrait être bien de creuser. Et voilà, mon bilan carbone est pas top. Donc juste en introduction, je ne sais pas si vous connaissez Ryan Dale. Je ne sais pas si je vais écorcher la prononciation de son nom, mais c'est le gars qui a créé Node à la base. Et bon, bah, il l'a créé il y a longtemps avec des contraintes de temps fortes. Et donc il a fait des choix à l'époque. Et puis une fois que la communauté a pris, etc., bah, il n'y a pas de retour arrière possible. Donc il y a plein de choses qui se disent, bah, si aujourd'hui je devais refaire ce que j'ai fait, bah, je le ferais autrement. Donc il en a notamment parlé dans cette conf en 2018, à la JS Conf, où il a dit bah, les 10 choses que je regrette, mais je crois qu'il n'y en a que 7. Il en parle que de 7. Donc vous pouvez aller voir la vidéo. Et si vous avez la flemme de vous taper les 25 minutes de vidéo, soit vous accélérez la vitesse, soit vous allez voir le blog post. Il y a un résumé qui est bien foutu. Et ça permet d'avoir voilà, une bonne idée d'où on part. Ensuite, je vais pas beaucoup parler de Node. Si vous êtes débutant avec Node et tout, je fais de la pub pour les copains. Il y a Audren et Flo qui ont fait aussi un talk chez nous qui est dispo sur YouTube. Mais ça, c'est plus si vous êtes débutant ou que vous vous êtes arrêté à Node 6, 7 et que vous n'avez pas regardé depuis, quoi. Donc Deno, c'est quoi? Deno, ça fait tourner du JavaScript, du TypeScript et du WebAssembly dans une VM qui est la VM de V8 qui fait tourner votre Chrome notamment, qui est aussi celle utilisée par Node.js. Et le cœur de Deno, il est développé en Rust avec notamment Tokyo, j'en parle juste après. Donc vous avez un lien, je partagerai les slides après, vers le site principal avec la doc. Et tous les artworks officiels de, de la techno sont cool. Vous verrez, j'en ai glissé pas mal. Toutes les images, c'est pas moi qui les ai faites, je les ai chopées sur le site officiel. Donc V8, c'est la même VM que Node.js, donc ça c'est cool, ça veut dire que tout ce que vous avez mis en place, si vous savez faire tourner du Node en prod chez votre client ou j'en sais rien, sur un VPS chez vous, ou si vous faites tourner des apps en Node, j'en sais rien, pour votre domotique, et ben vous ne serez pas complètement perdu parce que derrière, c'est quand même, ça tourne quand même dans V8. Donc si vous savez profiler une appli Node.js, bah, c'est la même chose. Je parle vite fait de Rust. L'intérêt de Rust, il est multiple. Bon, on en parle partout sur les internets, on dit c'est très rapide, donc ça c'est cool, on aime bien. C'est memory save, donc ça veut dire que bah, on peut moins faire de problèmes avec la mémoire, bien qu'on puisse toujours faire n'importe quoi, mais on fera moins n'importe quoi avec ce langage. C'est developer friendly, donc ça c'est cool, ça veut dire que les gens qui bossent sur le cœur de Deno, eh ben, ils pleurent moins en C ou en C++, quoi. Voilà. Donc pareil, j'ai mis un lien. On ne parle pas de ça aujourd'hui. Et juste Tokyo, c'est la lib à utiliser dans le monde Rust si tu veux faire de l'asynchronisme. Donc ça, c'est des trucs pour les barbus, pour faire, bah voilà, pour faire de l'asynchronisme énervé et parler avec des IO. Donc ça tombe bien parce que Node, à la base, ça a été créé pour faire des IO. Donc j'en ai pas reparlé, mais il en a parlé dans une autre conf que je dis en clôture.
j'ai créé Node à la base, c'est pour faire des I/O asynchrones, quoi. Donc que ce soit sur le réseau ou avec le système de fichiers, etc. Donc le principal intérêt de Deno, c'est qu'il est first class citizen pour faire du TypeScript. C'est-à-dire que vous pouvez lancer un fichier TypeScript nativement. Vous utilisez juste le binaire de Deno, vous lui lancez la commande run, vous lui filez en paramètre votre fichier TS. Et lui, en fait, il transpile on the fly. Ça tourne quand même dans V8, donc ça veut dire qu'il doit quand même transpiler. C'est quand même du JS qui est exécuté derrière. Mais il le fait pour vous. On voit que la première fois, il va checker notre fichier TypeScript avant de le lancer. Et ça, il l'affiche que la première fois. Et une fois qu'il l'a analysé une fois, il garde un checksum. Et tant qu'on n'a pas modifié notre fichier, la prochaine fois qu'on le lance, il va l'exécuter directement, de façon transparente. Donc ça, c'est cool. C'est un peu comme ce qu'on a vu en Java dans les dernières versions. Maintenant, on peut exécuter un fichier Java directement, alors qu'avant, il fallait forcément le compiler, quoi. Donc ça, c'est du sucre. Bon, voilà, en général, quand on fait du JS, on aime bien le sucre. Donc c'est intéressant. J'ai mis un exemple un peu nul au-dessus, où j'ai mis un template littéral, là, où je lui dis tu peux juste me passer Deno ou Vue. Et donc là, si je lui passe Hello Work, ça marchera. Et il va me péter à la compilation. Donc ça, c'est cool. Et du coup, mon IDE le voit. Et donc, quand on fait du TypeScript, si vous avez fait du Node avec du TypeScript, c'est quand même bien plus agréable de bosser quand on a bien toute l'auto-complétion et compagnie. On vit mieux et plus longtemps. Donc la philosophie de la techno, c'est d'être productif, d'apporter de la sécurité qui n'était pas trop présente avec Node.js et qu'on a pu lui reprocher et qu'on lui reproche toujours. C'est-à-dire qu'on peut tout faire par défaut avec Node.js. Aujourd'hui, vous avez accès à l'environnement, vous avez accès au file system, avec les droits de votre utilisateur courant, mais vous avez accès à tout par défaut. Là, on verra après qu'avec Deno, ce sera de l'opt-in et non pas de l'opt-out. Et c'est de proposer un truc moderne. Donc, vous avez un binaire autoporté qui fait 31 mégas, mais bon, voilà, c'est aujourd'hui, vu la taille de nos flux réseau, c'est OK. Une fois soit on l'a en local, et même si on veut compiler notre appli dedans, bon, à 31 mégas, c'est OK, quoi, de mon point de vue. Donc il joue à la fois le rôle de runtime et de package manager. Donc on n'a pas ce qu'on a dans Node, où on a Node pour exécuter notre code JavaScript et NPM pour packager notre appli. Donc lui, il fait les deux. Et j'ai remis ces deux trucs-là, mais on en a déjà parlé. Donc première partie, sécurité. Il faut savoir que tout est en opt-in dans Deno. C'est-à-dire que par défaut, vous avez accès à rien. Vous n'avez pas accès au net. Vous ne pouvez pas exposer votre appli, vous ne pouvez pas utiliser un port réseau de la machine, enfin vous ne pouvez rien faire. Donc vous pouvez exécuter un truc, mais c'est sandboxé dans la VM. Vous ne pouvez pas en sortir, par défaut. Et donc du coup, l'intérêt c'est que si je vais vouloir installer un script qu'on me file sur Internet, potentiellement il peut y avoir un petit rigolo qui a mis un truc dedans et je vais miner du Bitcoin ou envoyer leaker des infos. Les faire sortir. Et avec NPM, je suis censé savoir ce que j'exécute. Donc du coup, potentiellement, j'ai un risque. Avec Deno, il dira non, non, tu fais un appel à tel host là, est-ce que c'est normal? Donc ça, c'est cool. Je parle vite fait du système de flag. Donc on a la doc qui permet de tout, qui décrit tout, mais en gros, vous avez le tiré grand A, qui est un peu ce qu'est le any au TypeScript, quoi, donc il ne faut pas l'utiliser, mais il existe. Ça veut dire que j'autorise tout. Et sinon, après, donc ça, faut pas le faire, mais ça existe. On a le hello env qui va nous permettre d'aller lire les variables d'environnement. Donc on n'a pas accès à l'environnement par défaut. Ça, je sais plus. Le hellonet qui va nous être très utile, c'est pour faire des trucs sur le réseau, donc exposer un port, appeler une URL sur Internet, etc. Est-ce que je peux lire le file system? Est-ce que je peux exécuter des sous-process? Donc c'est-à-dire exécuter, j'en sais rien, un binaire sur la machine. Est-ce que je peux faire des accès système, etc. Est-ce que j'ai le droit d'écrire? Donc on voit qu'on est obligé de faire des opt-in sur tout. Alors après on peut utiliser des wildcards.
On peut dire, bah, tu as accès à, dans tel répertoire, tu as accès à toute l'arborescence en dessous de ce répertoire, ou alors tu peux avoir accès à tout. Ensuite, je vais lister tout l'outillage qu'il y a dans Deno. Donc là, ça va être un peu long, et après, ce sera plus concret. Mais en gros, à chaque fois, vous allez avoir donc, mon binaire, la commande qui est dispo, et un ou n paramètres. Donc là, c'est l'équivalent du npm init qu'on connaît avec Node et npm. Donc je vais initialiser un nouveau repo. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il me crée un repo, il s'y déplace, il va me proposer vraiment un squelette de base avec juste un main, une tâche qui me permet de le lancer en dev et avec un watcher sur les fichiers. Donc ça veut dire qu'il y a aussi du live reload qui est pris, qui est pris en charge par défaut. Donc vous n'avez pas utilisé NodeMon ou d'autres outils. Vous avez un test runner qui est dispo et donc vous pouvez lancer vos tests. Et vous avez aussi une lib de bench qui est incorporée dedans. Donc vous avez quand même pas mal de choses pour bosser dès le départ. Ils fournissent une standard librairie. Donc quand on fait du Node, vous avez tous les modules qui sont fournis avec la version de Node que vous avez sur votre machine. Donc qui sont les modules officiels si vous voulez pas avoir de dépendance externe. Donc il y a un truc à peu près équivalent chez Deno. Il faut juste savoir que c'est en... Donc il n'y a pas de dépendance externe, c'est ce que je viens de dire. C'est du code audité par la communauté, donc il dit bah voilà, c'est censé aller vite et il n'y a pas de... Il est censé être plus sécure qu'un truc que vous trouverez n'importe où sur internet. Et il faut savoir par contre que c'est pas encore en version stable. Donc là j'ai mis 0.180 mais ça a dû évoluer depuis que j'ai créé les slides. Mais il faut savoir que ce n'est pas encore en version stable, et tant que ce n'est pas en version stable, ils ne l'ont pas encore inclus dans Deno. Donc pour l'instant, c'est externe, donc il y a Deno et la librairie standard ont un numéro de version différent. Et quand ils passeront la librairie standard en version stable, eh ben, ils l'embarqueront directement avec la version de Deno, quoi. Mais aujourd'hui, ils ont décidé de la mettre en externe parce qu'il y a toujours des choix. Enfin, le projet est quand même plutôt jeune. Et donc, du coup, ils se laissent le droit de bouger certaines choses, quoi. Donc, on va pouvoir vouloir faire un install, comme on pourrait faire avec des commandes npm classiques. Donc, on va pouvoir aller choper un script sur Internet et l'installer sur notre machine. On va pouvoir le désinstaller. Donc, ça, c'est pas très intéressant. Par contre, un truc intéressant, c'est qu'au début, quand il a créé Deno, il a dit, bah non, npm, on a fait plein de conneries, etc. C'est un repo centralisé. Qu'il est pas qui est censé être communautaire, respecter les droits des développeurs, etc. Mais on a vu que quand il y a des mecs qui ont dit bah non, moi cette lib-là, bah, par exemple, je mets rien dedans. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi le sujet leftpad sur NPM. Mais bah, voilà, ils ont détruit les CI de la moitié des projets Node. Parce que le mec, il a dit, bah non, voilà, c'est moi le contributeur du projet, je mets du vide dedans, et donc je mets les CI de tout le monde par terre. Et du coup, NPM est intervenu, et ils sont revenus à une ancienne version du paquet, et tu te dis, bah, du coup, niveau neutralité, et c'est pas décentralisé, du coup. C'était aussi un des trucs, un des standards du web, c'est de faire des choses décentralisées, et là, du coup, on a tout mis dans NPM. Du coup, on se retrouve avec un truc centralisé, dont la neutralité est discutable dans certains cas. Du coup, ils ne voulaient pas supporter Node tous les paquets NPM au départ. Puis en fait, ils se sont dit, bah, si on ne supporte pas les paquets, toutes les libs qu'il y a sur NPM, on va quand même se priver de tous les gens qui voudraient migrer une code base ou qui voudraient tester le truc, quoi. Donc, depuis la version 1.28, qui date de cette année, il y a quelques mois, vous pouvez importer des libs depuis NPM en utilisant un petit préfixe npm de point là. Et du coup, vous allez choper le nom de la lib, la version. Donc vous pouvez soit le mettre directement dans votre fichier, soit utiliser ce qu'on appelle les import maps dans un fichier de conf qui ne s'appelle pas package.json, mais deno.json ou deno.jsonc, qui est la version avec commentaire. Et depuis une version après, ils ont supporté aussi le package.json pour être rétrocompatible. Mais bon, le standard c'est ça. Et là, on va pouvoir dire, bah vas-y, tu vas me mapper ces imports, tu peux éventuellement définir un préfixe par défaut.
Comme ça, on va dire, bah, je définis ici la version, et comme ça, partout dans mon code, moi, j'utilise juste ce préfixe, et lui, il fera le mapping. Il fournit un formateur directement dedans. Donc ça, je ne sais pas si vous avez fait un peu de Rust, mais vous avez la même commande sur Cargo quand vous voulez formater une code base Rust. Donc vous faites un deno FMT, il va utiliser les standards qui a été définis par la communauté. Et comme ça, on arrête de discuter espace, tabulation, etc. Donc c'est surchargeable, bien sûr, mais l'idée, c'est de par défaut, on ne se pose pas toutes ces questions. Et ça veut dire que à partir du moment où la personne dans votre, euh, dans votre équipe, elle a le binaire d'Eno sur sa machine, en fait, elle a tout pour bosser, quoi. Donc on peut checker, on peut lui préciser un répertoire, etc. Ça prend en charge tous les types de fichiers qui sont là. Bon bref, c'est assez classique. Vous avez une command line interactive. Donc, je ne sais pas si vous l'utilisez très souvent, mais ça permet de tester des petits bouts de code. Très simplement, si on veut tester un truc dont on n'est pas sûr. Donc c'est ce que vous auriez si vous lancez une commande line Python ou si vous lancez le REPL Node sur votre machine. Donc bah, vous l'avez, c'est disponible. Vous pouvez compiler un exécutable autoporté de votre programme. Donc ça c'est très cool. Typiquement quand on fait de l'outillage, bah voilà, on a un projet guide, du coup on se dit comment on va le définir, est-ce qu'on fait appel à un bundler ou ce genre de choses. Bah là vous avez un truc, alors ça vous fait un truc gros parce que vous avez de toute façon la taille de Deno qui va être embarqué dedans, quoi, donc qui est environ 32 mégas et c'est incompressible, quoi. Donc ça veut dire que ce que vous produisez ça fera au moins 32 mégas. Mais par contre, c'est autosuffisant, vous le filez à quelqu'un, à partir du moment où c'est la bonne architecture CPU, ça va tourner, quoi. Chose à savoir, quand vous compilez, il va falloir lui dire, vous pouvez lui donner les flags à l'avance de ce à quoi il a le droit d'utiliser. Donc typiquement, si ce truc-là, ça serait un truc que vous livriez, bah, quand on va le compiler, si on veut le compiler pour un environnement donné, qu'on va le balancer, j'en sais rien, dans une image Docker pour le faire tourner en production, on va dire, bah voilà, tu auras droit d'accéder à j'en sais rien, je fais des appels externes, bah, je veux sortir que vers tel et tel domaine. Je vais pouvoir finement dire, bah, tu as le droit d'utiliser tel port et de faire tel appel et d'avoir accès à tel file system, quoi. Là, j'ai mis la liste des architectures prises en charge. Donc vous avez du Linux, du Windows, de l'Apple Intel et du Apple ARM. Donc ça fait déjà une bonne partie, je pense, des développeurs sur la planète. Et ça veut dire que vous pouvez compiler simplement si votre collègue il est sur M1 et que vous ne voulez pas qu'il fasse tourner son... Enfin, il pourrait faire tourner votre truc dans Rosetta, mais voilà, vous pouvez lui compiler aussi un binaire pour M1, par exemple. Moi, je suis sur Intel, par exemple. Vous avez un outil pour la documentation. Donc ça, je ne l'ai pas testé, mais ça permet d'extraire automatiquement de la doc de notre codebase. Et le format qui sort, on pourrait le donner à des outils automatiques qui vont nous générer de la doc. Donc c'est cool, ça existe. Je l'ai pas testé parce que moi, pour l'instant, je l'utilise que sur beaucoup de l'outillage, des scripts one-shot. Vous avez le info qui va vous permettre de faire un peu l'équivalent du Maven Dependency Tree en Java pour vous dire, bah voilà, tout ce que vous tirez, qu'est-ce que ça tire par derrière. Donc ça permet d'avoir un graphe des dépendances, toujours utile. Vous avez un linter. Vous avez un task runner qui va vous permettre de dire, bah voilà, moi, dans mon équipe, on aime bien, avant je faisais un npm run dev. Donc c'est pas l'exemple qui était là, mais on le voyait tout à l'heure. On peut dire, bah voilà, tu peux faire un deno run dev, deno task dev quand tu arrives dans ta code base et ça va lancer par défaut l'appli sur l'environnement de développement, quoi. Et on voit qu'on peut les agréger, faire de la composition, quoi. Vous avez un outil pour faire des benches qui est embarqué dedans, ça c'est cool. Moi j'utilisais une lib externe du coup en Node. Et je trouve que c'est cool d'avoir ça déjà de base, ça nous permet de tester, bah voilà, quand on se pose une question, qu'est-ce qui est le meilleur choix quand on veut utiliser tel
telle ou telle API. C'est quand même chouette que ce soit dispo par défaut. Donc là, vous avez le rendu de la commande qui est au-dessus. Là, j'ai un exemple un peu plus concret. C'est de dire, on va comparer deux trucs différents. C'est récupérer la, pas un timestamp, mais récupérer l'heure exacte, le jour et l'heure exacte. Et avec une précision qui est différente, parce que le date.now, il est, je sais plus, il y en a un qui est à la milliseconde et l'autre qui est à la nanoseconde, je crois. Et donc, concrètement, avoir une précision à la, à la milliseconde, on sera plus rapide. Donc là, on est à 49 nanosecondes en moyenne par itération. Et là, on est à 500. Donc ça fait 5, ça fait 10. On est 10 fois plus rapide à faire un date.now. Donc est-ce qu'on a besoin de la nanoseconde pour notre cas? J'en sais rien. C'était marqué en bas en plus. 10 fois plus rapide. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses. Donc un outil pour les gouverner tous, vous avez le binaire et en fait vous avez à peu près tout ce dont vous avez besoin pour bosser soit tout seul, soit en équipe. Donc ça c'est sorti de la doc officielle, hein. Vous avez l'équivalent en fait des commandes Node que vous connaissez et leur pendant à côté des nodes. Donc on n'est pas perdu quoi. Donc le node de notre fichier JS c'est un deno-run. Vous avez le npm install qui est le deno install. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? J'en sais rien. On s'en fout. Si les benches qui sont typiquement pas dispo à gauche et qui sont dispo dans Deno. Bon après c'est normal qu'ils vendent leur truc. Donc t'es bien gentil mon coco, mais on fait quoi avec ton truc? Donc l'idée, moi je pense le meilleur point d'entrée pour tester, si vous êtes habitué à faire du Node, c'est de faire de l'outillage quoi, quand vous avez besoin d'automatiser des petits bouts de script ou de créer une CLI pour, j'en sais rien, automatiser des opérations de support. Ça peut être bien d'utiliser un outil comme ça qui est one shot, où vous n'avez pas besoin de... Et en plus, si vous voulez faciliter les membres de votre équipe pour qu'ils interviennent et qu'ils fassent des améliorations, s'ils ne sont pas obligés de récupérer la bonne version de Node, le bon environnement virtuel qui va bien, la bonne extension Prettier pour que tout marche bien dans ton IDE, c'est quand même cool. Donc là, j'ai pris un exemple qui m'est arrivé, je sais plus, j'ai fait ça il y a 3 jours. C'est, j'ai de l'infra qui est déployé avec GitLab. Et j'ai changé ma façon de déployer mes jobs. Et du coup, maintenant, je les découpe avec un slash, ce qui me permet de les ranger et de ne pas avoir mes 1000 environnements. J'utilisais un préfixe avant, production et pré-production. Et en fait, j'avais une liste déroulante. Plus je faisais de déploiement, plus ma liste grandissait. Donc c'était un peu relou. Donc là, je les ai rangés par environnement. Et je dis, par contre, dans GitLab, tant qu'on ne les stoppe pas, les environnements, ils sont là ad vitam aeternam. Donc j'ai dit, je vais les nettoyer. Donc soit j'appuie, j'en avais une cinquantaine, j'ai dit, soit j'appuie 50 fois sur stop, soit je prends un petit moment dans ma journée pour automatiser un truc. Donc j'ai fait la deuxième solution. Donc j'ai fait un accès aux variables d'environnement juste là. J'ai fait un fetch, donc le fetch qui est dispo par défaut. Donc maintenant, il est dispo aussi dans Node, mais à l'époque, il n'était pas dispo en natif. Donc ça, c'est bien, ça veut dire que si vous avez des gens qui font plutôt du front, si vous les faites bosser avec Fetch, ils ne seront pas perdus. C'est la même API que côté front. Je résume ma promesse, donc je récupère la liste de tous mes environnements. Je fais un petit filtre basique pour dire, vas-y, vire-moi tous ceux qui n'ont pas un slash dans leur nom. Voilà, je nettoie un peu ma donnée, mais on s'en fout, en vrai. Et derrière, je fais un appel à l'API GitLab pour lui dire, vas-y, tu vas me stopper tel environnement. Et à la fin, tu m'affiches un petit message joli quand ça s'est bien passé. Et autre chose. Quand c'est pas le bon statut. Et j'ai fait un promise.all, on le voyait pas là, qui est là. Donc ça veut dire que tu me fais tout ça en parallèle, quoi. Donc là, j'ai récupéré tous les environnements, j'ai fait un map, j'ai dit, tu me résous toutes ces promesses. Et voilà. Donc ça, c'est le résultat. Il faut me croire sur parole parce que je ne vais pas le lancer parce que c'était chez mon client. Voilà. Le hosting des scripts. Donc on a parlé tout à l'heure de décentralisation. Donc NPM, c'est complètement centralisé, comme on aurait sur Maven Central ou d'autres choses.
Donc vous pouvez avoir un Nexus chez vous, par exemple, pour héberger vos artefacts, etc. Mais en fait, Deno, lui, à partir du moment où c'est dispo via du HTTP, je peux exécuter un script n'importe où, quoi. Donc là, j'ai mis un petit exemple, j'ai fait ça hier soir là, pour tester simplement. Bah, en gros, je peux lancer directement un exemple là. Donc là, c'est un truc qui est dispo dans la STD, là, un exemple, qui est l'équivalent du cat qui va me permettre de lister le contenu d'un fichier sur mon file system. Et donc là, ça listerait le contenu de mon script dont on parlait tout à l'heure. Et je lui dis le holoread pour qu'il ait accès au FS. Et bah, plutôt que de faire ça, d'accéder à un truc là qui est sur Internet, qui est hosté par Deno, et bah, en fait, je peux. Je lance un petit. Ça, c'est le module Live Server qui est dispo sur NPM. C'est un peu l'équivalent du Python -m Simple HTTP Server ou HTTP.server maintenant, qui vous permettent juste de servir un dossier local sur un port en HTTP. Donc là, j'ai dit, bah, vas-y, serre-moi le fichier, serre-moi tout le dossier example. Et du coup, je vais pouvoir faire un deno run. Donc le port par défaut, c'est 8080. Et ça va juste marcher. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Je peux montrer un exemple. C'était quoi? C'était deno run. Si, c'est ça. Donc là, ça va vous montrer le système de permission. Donc là, je lui dis, bah, vas-y, lance-moi ce fichier. Je vais juste l'afficher au-dessus pour que ce soit plus clair. Voilà, donc j'ai mon fichier qui est là, hein, j'ai pas menti. Et donc lui, je l'exécute. Donc lui, il le transpile bon, je l'avais déjà lancé, donc il l'avait déjà transpilé. Et il a dit, bah, tiens, tu essayes d'accéder à une variable d'environnement. Il me dit, t'essayes d'accéder à telle variable d'environnement. Est-ce que c'est normal? Donc là, je vais lui dire, bah oui. Et il me dit, ah, t'essaies d'accéder à une autre variable d'environnement. Je dis, bah ouais, ça se passe bien. Donc là, après, je peux lui dire, t'autorises toutes celles qui sont de type d'accès aux variables d'environnement. Donc je vais juste mettre yes pour qu'il vous les montre bien. Et ensuite, il dit, bah tiens, ça c'est le premier appel qui part. Il dit, c'est pour récupérer la liste des environnements. Il dit, bah tu as un appel qui part vers gitlab.com, là, est-ce que c'est normal? Ouais, je vais dire oui. Et ça va péter parce que j'ai bien sûr nettoyé mon environnement et mes tokens pour pas leaker des trucs dans cette presse vu qu'elle est dispo sur YouTube. Et donc du coup, bah, j'ai pas fait mon catch comme il faut. J'aurais dû bien mettre un catch autour, mais je l'ai pas fait pour aller vite. Mais si vous avez le bon private token, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Voilà. Je sais pas si c'est clair. Est-ce que vous voulez intervenir à des moments où on posera des questions après? Donc, ce que j'ai montré là, c'est un script. Je l'ai lancé sans paramètres et j'ai mis. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais j'avais mis l'ID du projet en dur. Voilà ce qu'on voudrait faire si on veut le mettre à dispo de quelqu'un d'autre pour qu'il le réutilise, bah, ça serait potentiellement de variabiliser tous ces trucs-là. Donc je l'ai déjà fait pour les variables d'environnement pour le host du GitLab, parce que moi j'en ai un chez mon client, j'en ai un chez Max. Et, bah, voilà, on va pouvoir pointer vers l'un ou l'autre. Le token change du coup. Donc vous avez un truc vraiment root pour parser les arguments que je passe à mon script. Donc là, juste, il va vous découper, hein, il va tokeniser, il va tout vous découper. Donc là, c'est vraiment bar metal et vous serez obligé de faire un peu un switch case comme on ferait en bash. Mais bon, on n'a pas envie de faire ça. Sinon, vous pouvez utiliser un module de la librairie standard qui s'appelle parse et qui va nous permettre de récupérer un truc un peu plus facile à utiliser. Donc ça se base sur c'est exactement le même contrat que le module minimist, qui est un truc qui existe, qui est dispo sur NPM. Et donc là, du coup, lui, il nous file le tableau des paramètres à la fin. Et il nous donne tous ceux qui sont nommés. Donc tous les tirés avec des valeurs ou les tirés-tirés. Bah, voilà. Là, il vous parse tout et il vous met ça dans un dictionnaire. C'est quand même plutôt cool, quoi. Donc c'est un bon entre-deux, je dirais. Et sinon, on est en 2023, on aime bien bah voilà, faire des trucs un peu classe.
bah, on peut se dire peut-être on peut utiliser une lib un peu plus stylée. Donc typiquement, il y a Cliffy qui permet de faire un peu ce qu'on voudrait trouver aujourd'hui sur une CLI. Enfin, moi, ce que j'aimerais trouver sur une CLI, quoi. Donc, j'ai le nom, elle me permet de définir des valeurs par défaut. Donc, par défaut, on a le host, c'est localhost, le port, c'est 80 et le password, il n'y a pas de valeur par défaut. Et à la fin, il dit est-ce que tout est correct et il nous l'affiche et il part. Donc, on voit le rendu à droite. Donc, j'ai rentré localhost, le port, je l'ai surchargé, j'ai mis 3000 et j'ai mis Michel en password. Et donc, il l'affiche juste là. Donc ça c'est cool, j'ai rien à faire. Et ça juste marche. Et j'ai pas de. Comme c'est un lien vers internet, lui il le cache une seule fois en local et ensuite terminé quoi. Et ouais, j'en ai pas parlé, mais il y a pas le node module n'existe pas dans Deno. Donc vous avez un cache qui est partagé, la même version de la lib, elle est dispo sur votre machine. Vous la téléchargez qu'une fois, sauf si vous lui forcez à le reload ou que vous surchargez l'endroit où se trouve votre cache dans votre projet, quoi. Donc à voir si c'est des besoins que vous avez. Ensuite, on fait du node. Donc souvent, on fait des CLI, on fait peut-être des badges, des workers. Mais souvent, on fait des web apps aussi en node. Et je vous fais un petit panel des frameworks que la communauté pousse et qui ont l'air plutôt cool. Alors moi, je suis développeur back, hein, donc je ne suis pas le mieux placé pour parler de tout ce qui est front en Deno. Mais il y a des trucs qui ont l'air intéressants. Donc typiquement Fresh, je vous laisserai aller creuser si ça vous intéresse la notion d'island architecture. Donc l'idée c'est que aujourd'hui, ce qui pousse Deno et Ryandale et la boîte, ils ont fait un serverless. Et ce qui pousse à fond, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, si on fait, typiquement, je fais un site e-commerce, je vais vouloir que ma page, elle soit affichée hyper vite. Et je vais vouloir potentiellement l'hydrater au fur et à mesure pour que mon utilisateur, même s'il est s'il a un réseau sur son iPhone claqué au sol, et il faut qu'il ait absolument la page rendue le plus vite possible. Et ensuite, je vais vouloir hydrater mon appli au fur et à mesure. Et donc, on va utiliser du server-side rendering. Donc, c'est un back, hein, c'est pas statique. Mais on va vouloir servir tout le contenu statique le plus rapidement possible à notre utilisateur. Et ensuite, on va vouloir hydrater la partie dynamique au fur et à mesure. Donc ça, c'est la promesse. Donc il faut aller voir. Le logo est cool. Je pourrais le montrer tout à l'heure. Donc j'ai pas réussi à l'intégrer ici, mais ils ont fait un truc en SVG dynamique avec une goutte qui tombe du citron et tout. Incroyable. Les mecs sont forts. Ils ont mis des petits exemples aussi, des cas concrets pour se dire qu'est-ce que je peux faire avec. Donc typiquement, vous avez un template de site e-commerce qui se trouve être en fait le vrai site communautaire si vous voulez acheter des stickers ou des trucs communautaires sur Deno. En fait, leur template qu'ils proposent là, en fait, c'est leur truc e-commerce, quoi. Donc c'est basé sur Fresh. Vous avez une intégration avec Shopify pour tout ce qui est paiement, etc. Et c'est hosté, ils proposent un hosting direct via Dino Deploy, qui est leur truc de serverless dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est plutôt cool d'avoir un aperçu concret. Pareil, j'ai mis le lien. C'est assez sympa. Aleph, j'ai juste vu ça en creusant, mais il se dit que ça serait un équivalent à Next.js, donc un truc un peu plus structuré, peut-être pour une plus grosse équipe. C'est encore en alpha, donc attention. Déjà que Deno, c'est pas très récent, mais si les trucs qui sont en alpha, à voir. Si j'ai noté quand même qu'il n'y avait pas de logo digne de ce nom, et je trouve que ça dénote un peu avec tous les produits qu'il y a à côté. Mais il y a l'air d'avoir de l'engouement. Vous avez Hawk, qui est le pendant de Koa. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Koa. Koa, la communauté tend à pousser ça en remplaçant d'Express, notamment avec des meilleurs perfs. Donc là, ils ont fait un peu le pendant de ce que ferait Rust en ajoutant un R. Là, ils l'ont inversé, comme pour Deno.
Donc, si vous cherchez un équivalent d'Express, vous avez un routeur un peu user-friendly, le système de middleware, un JSON parser, un écosystème de plugins. Voilà, donc on est déjà en 12.1. Et, bon, j'ai mis le nombre de stars, mais bon, ça veut pas dire grand-chose. Mais vous avez le rendu qui est à côté. Donc voilà, vous avez un middleware pour le logger, un truc pour avoir le timing de nos requêtes. Et finalement, vraiment notre appel en bas. Donc ça ressemble quand même globalement à du Express, sauf que c'est du TypeScript et qu'on n'a aucun autre outillage que Deno sur notre machine. Ça, c'est sorti il y a 2 jours, je crois. Donc j'ai dû mettre à jour les slides. Donc c'est SaaSkit, c'est un autre template qu'ils ont proposé, c'est ton portail d'API clé en main. Donc ça, c'est rigolo, c'est de dire, bah voilà, j'en sais rien, je fournis un service via une API sur Internet. Et bah, je pourrais l'intégrer directement avec ce template-là. Et c'est un template où il dit, bah, tu vas pouvoir afficher le dashboard, l'état de tes services en temps réel, l'intégration avec un prestataire de paiement. La personne elle va pouvoir s'enregistrer, avoir des crédits gratuits, et ensuite ce sera prélevé sur son compte, etc. Et donc ça, c'est pareil, c'est clé en main. Donc il y a une démo, c'est assez rigolo. Je passerai sur les démos juste après. Bon, je peux aller voir. Où est-ce qu'il est? Le SaaSkit, il est là. Donc c'est assez sympa, pareil. Donc là, c'est un truc un peu demi, mais vous avez donc une landing page, comment souscrire, un portail pour vos clients, la partie Authent qui est gérée pour vous, etc. Et l'idée, bien sûr, c'est que c'est open source et c'est déployable comme ça sur Dino Deploy, dont je vais encore parler tout à l'heure, sur leur outil. Et pareil, voilà le truc dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, là, c'est full CSS et SVG. C'est assez... pour moi, c'est lunaire, comment on arrive à faire ça. Les mecs sont forts. Faut que je clique pour le focus. Donc, Deno Deploy, j'en parle depuis tout à l'heure. À chaque fois, vous dites, mais du coup, c'est quoi? Donc, c'est un serverless qui est poussé par justement Ryan Dell, qui bosse en fait pour la boîte qui pousse ça. Et donc, ils ont Deno qui est en open source et qui pousse le produit à fond. Et l'idée, c'est qu'eux, ils proposent un service full intégré et qui permet de déployer. Donc ils disent, je sais plus, ils avaient 35, j'ai regardé la conf hier, ils ont 35 data centers autour du monde. Et donc l'idée, c'est que c'est déjà un truc full at scale. Donc si je fais un appel, si mon utilisateur il est à Tokyo, bah, c'est Tokyo qui va servir la requête. Si mon utilisateur il est aux US, et bah, c'est le data center le plus proche qui va répondre. Donc ça pose des problématiques qu'on connaît bien côté back-end, mais bon, c'est intéressant niveau utilisateur parce qu'on va essayer de toujours avoir la meilleure performance. Et par contre, côté la promesse, c'est que toi, tu déploies une fois ton code et eux, ils abstraient toute la partie scaling, etc. Donc c'est eux qui déploient sur les 35 instances et c'est tout quoi. Et voilà, les artworks sont cool, toujours important. Où est-ce qu'on en est? Deno, la release, la 0.0.1, elle est sortie le 17 août 2018, donc c'est quand même assez récent, quoi. Donc moi j'ai été développeur Java, donc quand je vois 2018, je dis c'est très 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 récent. Quand je suis parti de ma précédente mission en Java, j'étais toujours sur des Java 8, donc voilà. Donc la 1.0 est sortie en 2020. On est actuellement en 1.32. La 1.32, elle a quelques jours. Il y a 222 releases et ça bouge pas mal. Donc j'ai mis juste un graphe pour montrer l'activité. Après, j'ai fait la capture au 21 mars parce que j'ai donné stock chez mon client. Mais ça bouge pas mal et donc ça c'est cool. Ils communiquent beaucoup sur les réseaux. La doc est quand même assez fournie. Ils donnent beaucoup d'exemples concrets. Et l'intérêt, c'est que la plupart, on peut les lancer, comme j'ai montré tout à l'heure. L'exemple de la librairie standard, le 4.ts, là. Et ben, en fait, les exemples, on peut les lancer, on les appelle juste, on fait un deno run de l'URL et on peut les lancer en local, quoi. Donc ça, c'est quand même super cool. Et si le truc, il fait des trucs malveillants dans mon dos, il va me demander, quoi. Si je mets pas le tiré grand A, là,
par défaut, il va me demander l'accès au FS, il va me demander l'accès à tout. Ensuite, je me permets de parler quand même de l'Outsider, parce qu'on voit, enfin moi je suis pas mal la scène Node, etc. Et bah, du coup c'est un peu la guéguerre en mode ils veulent tous être blazingly fast. Et il y a notamment Bun qui a un logo cool aussi. Donc peut-être j'aurais dû partir sur Bun, mais j'avais commencé à regarder des Deno avant. Donc lui, son principal objectif, c'est d'être meilleur niveau perf, quoi. Et il fait tout pour atteindre cet objectif. Donc des meilleurs perfs, un meilleur cold start, ça peut être intéressant si vous faites typiquement du fast, du function as a service. Donc vous allez vouloir que votre code il démarre le plus rapidement possible. Une différence notable, c'est qu'il utilise WebKit, le runtime de Safari, qui est un peu meilleur niveau perf, mais qui n'est pas V8 du coup. Donc c'est une différence notable. C'est écrit en Zig et pas en Rust, qui est un langage encore plus bas niveau que le Rust. Donc bah voilà, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Moi j'ai du mal à me mettre au Rust, alors au Zig, c'est un peu en sueur. Voilà, dernière release est pareil en 0.5.7. Après, le projet est aussi plus jeune, donc faut voir. Après, c'est bien parce que ça crée de l'émulation dans l'environnement, et donc du coup, il se tire la bourre. Et donc, bah, nous, l'intérêt, c'est que bah, il se tire la bourre et que ça fasse augmenter les perfs et l'expérience développeur vers le haut, quoi. Donc ça, c'est cool. Il y a 2 jours, quel jour on est le 20? Il y a 2 jours, juste avant le talk, du coup, paf, Note 20 qui sort. Je suis là en mode, oh non, qu'est-ce qu'ils ont sorti? Donc j'étais un peu en sueur, en mode, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et notamment, j'ai un collègue qui m'a dit, ah tiens, c'est marrant, il y a le permission model qui arrive, et tu disais que c'était un avantage par rapport à Deno. Je suis là, alors, ils exagèrent. Donc effectivement, c'est arrivé. Après, je me demande si c'est arrivé en 19 ou non, c'est l'autre, la partie compile, j'en reparlais tout à l'heure. Donc ça va arriver avec la version 20, qui a 2 jours. C'est derrière un flag expérimental. Donc c'est comme ça qu'ils font dans les versions Node. À chaque fois ils sortent une nouvelle feature, il faut activer un flag pour y avoir accès. Ils veulent avoir un feedback de la communauté, et si le feedback est positif et que ça va dans le bon sens et qu'ils sont d'accord, et bah, du coup on intègre la feature dans Node. Donc voilà, donc ça ressemble pas mal à l'écriture qu'on a vue côté Deno. Qui a inspiré l'autre, je ne sais pas, mais bon, ça veut dire que ça fait aussi évoluer Node dans le bon sens. Ils ont embarqué un test runner. Alors en vrai, il est arrivé en expérimental en 16.17.0, et maintenant il est stable. Donc à partir de la version 20, vous avez un test runner par défaut. Donc vous n'avez pas nécessairement besoin de Mocha, Jest et compagnie si vous voulez juste faire des tests assez simples. Donc vous avez la syntaxe pardon, describe avec le it, test, etc. Vous pouvez faire du mock, donc ça c'est cool, sans lib externe. Vous avez un watch mode pour si vous faites du TD par exemple. Et vous pouvez lancer vos tests en parallèle avec le --test qui est là. Donc ça c'est cool. Et vous avez l'arrivée des single exécutables applications, pareil en expérimental. Donc en vrai, c'est arrivé j'ai regardé hier, dans la V19.9.0. Et donc ça vous permet de packager une appli Node dans un simple binaire. Donc de la même façon, ça va faire ce qu'on appelle l'équivalent d'un Fadjar, quoi. Et donc c'est intéressant sur l'histoire de portabilité. Après, le fonctionnement est un peu plus sioux. En fait, il faut générer un fichier avec un fichier de description qui va générer un blob. Et avec ce blob, on va pouvoir générer notre binaire. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller lire la doc et le changelog de Node 20. Et hier soir, littéralement, il y a Ryan Dell qui a encore fait une conf et qui a dit « C'est quoi le futur de Deno ?» Petite vidéo de 35 minutes, juste avant le talk, ça fait plaisir. Donc, je l'ai regardé. Et voilà, ça va être 30 minutes, parce qu'il y a 5 minutes de questions. Mais en gros, j'ai fait un petit TLDR à côté.
Donc ils vont sortir Deno 2.0 à l'été. Donc il dit 10 summer, donc je sais pas quand. Et il a notamment parlé d'un truc cool. C'est un truc qui s'appelle KV, pour Key Value, très original. Et c'est un stockage clé-valeur hyper simple et intégré avec Deno en standard. Donc c'est un truc, c'est déjà disponible derrière un flag aujourd'hui dans Deno 1.32.5 là. Et ce sera en stable. L'objectif c'est que ce soit en stable à l'été là. Et l'idée c'est que vous avez accès à un stockage qui pourrait s'apparenter je schématise globalement, mais un NoSQL en local. Quand vous bossez en local, c'est backé par SQLite, donc un truc éprouvé assez simple qui vous permet de bosser. Donc ça c'est cool, ça permet d'avoir très simplement une base d'état dans votre programme. Donc lui, dans l'exemple qu'il donne, il fait un exemple où il dit, bah, par exemple, sur mon site web, je vais vouloir traquer un compteur de visite. Et bah, par défaut, quand je teste en local, bah, quand je télécharge mon appli, il fait sa démo, bah, je mets mon compteur. L'intérêt, c'est que les opérations sont atomiques. On peut les batcher, mais elles sont atomiques. Et quand vous allez vouloir déployer at scale, ils sont basés sur FoundationDB. Donc, j'ai pas encore eu le temps de creuser, mais j'en ai vu pas mal. Ça a parlé beaucoup de ça à Devox et ailleurs. Donc apparemment, c'est un truc énervé pour avoir des bonnes perfs et faire du stockage distribué voilà, à l'échelle de la planète. Donc à creuser aussi. J'ai mis un petit lien. Mon sentiment, bah, c'est trop cool. En vrai, c'est trop cool. Moi, après, c'est aussi un truc que je commençais à ressentir avec NPM et tout. Enfin, moi, toute la partie hater en mode c'est le plus lourd truc de la planète et tout. En vrai, je m'en fous, quoi. J'ai 500 gigas sur mon DD et de temps en temps, je nettoie. Donc, c'était pas forcément un critère. Par contre, ce qui est cool, c'est que là, c'est l'expérience de dev. On réduit le nombre d'outils. Il y a moins de. Ils ont essayé de tout faire par convention. Il y a moins de boilerplate qu'on aurait sur d'autres projets. Et bah, la montée en compétence sur un truc, elle dit bah tiens, ton PC, le mec qui télécharge le binaire, bah, t'es up and running, quoi. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Ils utilisent au maximum toutes les API qu'on trouve dans le navigateur. Donc ça c'est cool, ça veut dire que si vous avez quelqu'un qui a fait du front, qui est habitué à faire des appels avec Fetch ou j'en sais rien, avec je ne sais plus l'autre Axios ou ce genre de truc, bah, il ne sera pas perdu. C'est basé sur des promesses, etc. J'en ai pas parlé, mais on a le top level await. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de wrapper notre code dans une fonction asynchrone. Donc maintenant, c'est plus vrai, je crois, dans les dernières versions de Node. Mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, on devait le mettre derrière un flag et donc c'était chiant. On était obligé, typiquement, si on faisait des trucs asynchrones, bon, on était obligé dans notre script de faire une fonction asynchrone et puis de l'appeler. Bon, c'est juste de l'optimisation et de moins de lignes de code, mais c'est quand même cool. Pour des CLI, je vois pas de raison de ne pas l'utiliser en fait. Enfin, sauf si vous êtes que Python ou vous êtes déjà développeur Rust et vous faites des CLI avec Clap et vous êtes très content. Mais en vrai, c'est hyper accessible. J'ai montré les différents cas. On peut faire des trucs très simples. On peut utiliser des outils dispo de la communauté pour faire un truc un peu classe pour le mettre à dispo. Et surtout, on peut le donner assez simplement vu que le fichier, on a juste à lui donner ou de l'héberger n'importe où sur quelque chose qui fait de l'hébergement HTTP. Et voilà. Donc, envisager Hawk là où on aurait mis une appli express. Donc ça, c'est à vous de voir, hein. Est-ce que vous faites du Node aujourd'hui? Je pense que tout migrer, ça n'a pas de sens, mais testez-le sur un cas à part. J'avais mis Fresh pour les web apps, mais en gros j'ai mis tester parce que moi j'ai pas testé, je suis nul en front. J'avais mis cette vidéo là, qui était du coup la dernière en date, avant celle qui est sortie genre hier. Donc qui était intéressante, où il disait, justement il présentait, c'était en 2022, en mai 2022, où il disait bah, ma Dream Stack, c'est bah, je push et ça se déploie sur la planète et juste ça marche quoi. Et donc pareil, il a fait un petit exemple, c'est une vingtaine de minutes je crois. Et donc il fait son Deno deploy et paf, ça part et en 10 secondes, partout sur la planète, il y a tout qui répond quoi. Donc ça c'est quand même chouette. Après ça pose des problématiques, bah, si on a besoin d'avoir
une session centralisée où voilà, qu'on va faire des, des trucs atomiques à l'échelle de la planète, ça va être un peu chaud. D'où les histoires de Foundation débiles, hein. Mais bon, bah, ça, c'est des problèmes d'intégration. C'est notre métier. Si vous voulez vous lancer, il y a le site officiel qui s'appelle deno.load, très cool. Les exemples, il y en a plein. Il n'y a pas que des exemples nuls. Donc au début, ils font des exemples très simples, mais ils donnent bah, voilà, tout ce que vous faire. Faire des trucs vraiment low level, TCP, juste un web server, voilà, et afficher une page, récupérer des données, jouer avec le file system, etc. Là, ça ressemble quand même beaucoup à du, à du Node, donc on n'est vraiment pas perdu. Il y a beaucoup de choses qui est portable parce que comme c'est du JS, bah, si vos libs elles sont en ECMAScript, il n'y a pas de raison que ça ne tourne pas dans Deno. Pour l'installer, bah, vous pouvez faire ça. Donc ça c'est le bon exemple justement pour l'histoire de la sécurité. C'est que souvent quand vous installez, j'en sais rien, au MyZDSH ou ce genre de truc, ils disent bah vas-y fais un curl de ça là, et tu fais un pipe SH et Inch'Allah ça va bien se passer. Donc ça, en vrai, faut pas faire ça. Et un des intérêts de Deno, c'est de dire, bah vas-y, ça va bien se passer, je te file le lien. Si tu mets pas le tiret grand A comme un sagouin, et bah il va dire, bah non, tiens, ça accède au file system, tiens, ça fait ça. Et tu vas dire, ah, là c'est peut-être, alors soit il y a un man in the middle ou alors c'est un collègue qui a essayé de me faire un RM-RF dans le dos, quoi. Par défaut, on n'a pas d'accès. Donc voilà, le brew install, le choco install, j'en sais un winget install. Ça c'est vous qui voyez. Et j'ai terminé. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai une petite question, c'est tu avais dit qu'il n'y a pas de node module. Enfin, il n'y a pas de node module Ouais. que tout est récupéré. Il y a des... Faut que je répète la question. Vas-y, finis ta question. Ouais, Et je... il y a des solutions pour l'environnement offline. Enfin, un cache qu'on pourrait transporter ou ça n'existe pas. Si, alors après, j'ai pas je me posais la question hier, c'est le... Ah oui, ta question, c'est sur le cache. Où est-ce que sont... Il n'y a pas de node module. En fait, c'est plus si j'ai un environnement qui a jamais accès à Internet, est-ce que j'ai un dossier que je peux transporter d'un environnement sur Internet Ouais. Oui, oui, tu peux. comme ça? Parce qu'en fait, la première fois en fait, que tu vas vouloir faire ton deno run ou ton deno compile, en fait, si t'as pas le... Comme il fait à la fois le rôle de runner et de package manager, il va aller récupérer les infos s'il les a pas et les mettre en cache en local. Donc si tu lui fournis le cache, là tu peux le générer une fois et ce truc-là tu peux le packager, le mettre dans ton image Docker par exemple et le déployer et comme ça t'as pas de surprise. Parce que oui, l'idée quand tu fais de la prod en général, tu t'amuses pas à... Enfin ton serveur de prod, c'est pas lui qui fait le deno install qui va installer les dépendances. Tout à fait. Et donc là j'ai fait le deno info. Et donc le Deno Info, il te donne, bah, tu as les versions, et il te dit, bah, ton cache, par défaut, il se trouve là. Après, c'est surchargeable. Si typiquement, tu en as un qui est partagé, j'en sais rien, pour toutes les applis de ta boîte, et qui se trouve, j'en sais rien, sur une VM, sur un point de montage, et bah toi, tu peux dire, bah non, tu vas utiliser celui-là. Et lui, du coup, il va aller regarder dedans, et il va dire, bah si tu cherches la STD de tel module dans telle version, et s'il est présent, bah, il n'ira pas le chercher sur Internet, quoi. Ok. Une question un peu qui suit la question précédente. Du coup, quand tu fais une image Docker, tu peux mettre directement ton cache au niveau du projet pour avoir le même contexte et pas. Enfin, si ton conteneur n'a pas accès à Internet, ne pourra pas le télécharger. Ouais. Tu peux l'avoir au sein de ton projet. Ah bah oui, parce que tu peux le définir. Oui, pardon. Alors la question c'est sur le cache. Est-ce que je peux l'embarquer dans mon image Docker pour qu'il soit dispo et que j'ai pas besoin d'avoir internet sur ma machine de prod? Et bah qu'est-ce que j'ai mis tout à l'heure? C'était. Alors est-ce qu'ils ont bien fait ça? Je pense qu'il y en a 1000. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit. On pouvait lui filer tout à l'heure. Attends, je l'étais dans mes slides. C'était quoi? C'était le déno info. Tu peux lui filer. Bench info. Non, là c'est ton cache. Il te dit où est-ce que se trouve ton cache. Je l'ai montré tout à l'heure. Tu peux surcharger en lui disant le cache se trouve ici. Donc à partir du moment où tu as ton cache, toi quand tu as fait dans ton runner GitLab, bon je sais plus où c'est, mais quand tu as ton runner GitLab, tu peux, on va descendre,
tu peux prendre une photo de ton cache, le déplacer dans ton conteneur, et puis c'est tout. Donc là, j'ai pas regardé, c'était Deno. Qu'est-ce qu'il disait? Est-ce que le chemin, il est dans le truc utilisateur? Tu vois, après là, je suis sous Mac, donc il faudrait tester sous Linux, mais ça va être un chemin par convention, quoi. Donc ça doit être dans user, je sais pas quoi, Deno, quoi. Mais après, ce truc-là, tu peux le surcharger si tu le mets à un endroit. Ouais, puis Tu... le user, il sera pas dans ton Docker context. Ouais, ouais. Mais tu peux mettre, j'en sais rien, tu le copies dans OPT quelque chose dans ton conteneur, quoi, et toi tu dis bah, le cache dir, c'est celui-là, quoi. Il faut que je cherche en direct. Bien joué. Bonne question. Et dans Node, tu as global pour installer sur ton poste Ouais. quand tu fais npm install sans global, ça installe en local. T'as pas ce. Alors pour la partie globale et étanchéité de l'environnement, c'est une excellente question. Je me suis dit hier, il faudrait que je creuse, mais j'ai pas été plus loin. Typiquement, moi, quand je fais du Node sur ma machine, si je fais un which Node là, où est-ce qu'il est? Which Node. Merde, je sais pas écrire. Pas de chance. Mon Node, il est fourni par Volta, qui est un truc en Rust. Du coup, c'est cool. Et qui est l'équivalent de NVM et qui me gère mes différentes versions, quoi. Donc, j'ai pas regardé justement comment tu peux faire l'étanchéité, mais comme, enfin, je sais pas. Comme normalement tout est versionné, et puis la politique c'est quand même de réduire en fait ta surface de trucs externes, quoi. À partir du moment où ils sont dans ton cache, ils sont dans ton cache, quoi. Je sais pas. C'est une bonne question. Je me suis posé la question parce que il y a des nouvelles versions de Deno régulièrement. Et donc, potentiellement, tu pourrais dire, bah, si je fais tourner ça vraiment dans un vrai service en prod, quoi, qui est peut-être pas au cœur de mon ici, mais tu pourrais dire, bah, je veux figer un peu la version, quoi. Et du coup, potentiellement, ça veut dire qu'en dev, je vais être sur une version upstream et sur une version downstream, quoi. J'ai pas testé. Je me suis dit, comment on fait? Et c'est une bonne question. Parce que les versions, tu peux pas les spécifier dans l'URL. Si, parce que tout ce que tu appelles, mais c'est quand même Deno qui tourne. C'est-à-dire que tu as les versions de ta lib. Si je donne un exemple, typiquement celui-là. En haut, tu as le npm de .express, donc il va dire bah, tu vas aller chercher telle dépendance sur Internet, ou dans mon cache en local. Mais ça ne te dit pas avec quel runtime tu t'exécutes. C'est-à-dire que bah, si j'utilise un Deno 1.0 et un Deno 1.32.5, j'aurai peut-être pas le même comportement. Typiquement en Deno 1.0, ça va pas marcher parce que ça n'existait pas, tu vois. Ouais. Donc c'est ça le souci. Je sais pas. Je sais pas. Il faudrait tester. Est-ce qu'il y a un équivalent du NVM dans Deno ou est-ce qu'il y a un autre outil? Mais normalement, ils mettent tout dans le même outil, donc je sais pas. Deno. Help. Est-ce qu'il y a un truc qui fait ça? Non. Je sais pas. Bonne question. Ouais. Une question pour la gestion des permissions. Ouais. Là, on voyait que c'était interactif et il te demandait tiens, je veux accéder par exemple à Google, est-ce que tu as le droit d'aller sur Google? Ça se passe comment si je suis pas en mode interactif et que je lance depuis un système D ou un Docker? Il bloque? Et bah, tu dois lui donner. Oui, Alors, soit tu l'as compilé et à la compilation, tu lui as dit c'est avec tel flag. Donc, comme ça, c'est déjà préchargé, donc il te posera pas les questions. ouais. Soit il te les demande, quand tu lui fournis pas, il te demande dans l'entrée standard, quoi. Ouais, mais si c'est dans l'entrée standard, je pourrais pas lui répondre. Oui, mais du coup, tu peux lui fournir tes paramètres. D'accord, mais si se passe, si je ne l'ai pas fourni, qu'il me demande, il reste bloqué. Je sais pas. Style, je pense, Est-ce- titre. Non, parce qu'il attend, S'il attend une réponse. il attend une réponse, ouais. Et bah, je pense qu'il attend. Ok. Donc si t'as un... Donc si c'est une bloquée. Oui, si t'as un face ou un truc comme ça, il va empiler, quoi. Ok. Ça peut être Ouais, mais rigolo. faut bien faire attention à me donner le droit. Ouais. Ça Après, marque une librairie qui fait un truc. après il y a peut-être un flag. Ça, c'était sur la partie permission. Les permissions, c'était où? Sécurisé. C'était là.
Je sais pas. C'est une bonne question. Je viens de voir qu'il y a. Tu peux indiquer no prompt. Ah oui. Des no pour lui dire que tu veux pas de demande. Ah oui, du coup, ici, Il y a peut-être ça à mettre. petit en erreur s'il n'y a pas de. C'est mieux que de bloquer. Des nonoprompts. Voilà. Après, peut-être qu'il y a une convention, il faudra regarder, mais typiquement, quand on fait du Node, suivant certaines variables d'environnement qui nous disent dans quel environnement on se trouve, bah, les libs, elles ont un comportement différent. Donc peut-être que si on a l'équivalent du Node env production, quoi, peut-être qu'il y a un comportement, il y a une convention qui dit tu fais pas de prompt quand tu t'exécutes avec telle variable d'environnement. Ça, faut creuser. Mais c'est une bonne question que me posera sûrement mon chef si je veux mettre ça en production. Ou mon ops. Plutôt. Ouais, Gaël. Une question juste pour dire qu'on prend quand même une dernière question et après on propose de continuer la discussion. Exactement, il y a à manger et pour une fois, on est vraiment à l'heure. Enfin, pas moi, mais la bouffe. Et du coup, on va conclure. Sauf si vous n'avez pas de questions. Et sinon, on recrute. Ça, je ne l'ai pas dit. Je voulais le dire au début. Et donc, je vous promets pas que vous allez faire du déno, mais on pourra en discuter ensemble en tout cas. Voilà, vas-y. Peut-être une dernière question, c'est on a Electron. À quel point Deno peut remplacer Electron? Parce que là, d'après ce que j'ai compris, on a un Deno compile, donc on peut avoir un exécutable qui est Ouais. indépendant. Donc tout ce qui manque, c'est une review. Bah, c'est la même approche en fait. Parce que Electron, c'est une API avec un V8 packagé et qui te permet d'avoir un navigateur sandboxé avec ton appli dedans. C'est exactement la même approche, quoi. Donc après, c'est toi, est-ce que tu... Je sais qu'il y a des outils qui se basent là-dessus. Après, je pense pas qu'il soit impossible du coup de faire du déno dans... J'en sais rien, c'est une bonne question. La question plutôt, c'est est-ce que c'est moins lourd, est-ce que c'est plus performant que l'électron classique? Ouais, après une appli Electron et performance, ça fait pas forcément bon ménage. Donc je sais pas. Non, après moi c'est... Puis Electron c'est plutôt une problématique front, quoi. Donc c'est suivant toi quel lead de présentation tu vas utiliser et le niveau de qualité de ton appli, quoi. Quand tu utilises Slack aujourd'hui, bah, tu te rends bien compte que les applis Electron, il prend autant de RAM que tu en as sur ta machine, quoi. Ouais, bah oui. Mais ouais. C'est un peu différent parce que là, c'est pas un navigateur avec un rendu et tout ça, quoi. T'as pas accès à toutes les API, t'as pas toutes les problématiques de rendu et de boucles de feedback que t'as dans les boucles de rendu que t'as dans un navigateur, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.